Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Et puis il y a aussi quelque chose que l'on attendait. On a bien le mode oiseau? Bien sûr. On a bien le mode oiseau. On va se parler bien évidemment de la mise à jour version 2 du Z6 III. Faut suivre, hein, le Z6 est un appareil photo hybride qui est sorti il y a un an maintenant. On a attendu son évolution. Elle est enfin là, on a plaisir à vous en parler. Pourquoi je vous dis que c'est du lourd? Tout simplement parce que nous avons énormément de nouvelles fonctions. On en a comptabilisé 71. Donc c'est pas neutre. Je suis pas sûr qu'on va arriver à toutes vous les expliquer. Mais dans tous les cas, c'est l'objet de cette vidéo, vous parlez de cette mise à jour 2. Et derrière cette mise à jour, c'est directement un nouveau boîtier que Nikon vous propose. Puisque vous l'avez compris, depuis quelques temps déjà, la politique Nikon est de faire évoluer ses produits de façon logicielle. C'est pour ça qu'on a tous un X87, qui est un processeur survitaminé et que l'on peut faire évoluer. Et donc cette évolution 2, on en parle aujourd'hui. Et elle va toucher tous les secteurs d'activité, que ce soit la presse, que ce soit l'animalier, que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit les vidéastes, etc. Et puis si vous êtes un petit peu multifonction, vous allez vous rendre compte que entre les fonctions qui vont toucher sur l'ergonomie ou les fonctions nouvelles qui vont vous apporter d'autres façons de travailler, ouais, il y a du lourd. On y va, Hicham? J'aime ton enthousiasme, Roland. On va directement à la fonction la plus attendue, ouais. Histoire 2, et puis ensuite on avance, le mode oiseau. Je pense qu'il y a besoin le mode oiseau. De régler ça avec ce mode oiseau qui arrive enfin sur le Z6 III. Mais ce mode oiseau, il va aussi être compatible avec d'autres fonctions qu'on précisera un petit peu plus tard. Et ce Z6 III, comme tu le disais, eh bien, les évolutions elles vont concerner tout le monde, aussi bien les pros, les journalistes que les photographes animaliers ou les photographes passionnés. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, on a un Z6 III qui se rapproche toujours plus du Z8. Et pourquoi je parle du Z8? Parce que très récemment, en fait, il y a à peu près 2 mois, je crois, on avait annoncé la version 3 du firmware Z8. Et il y a énormément de spécificités, de nouvelles options du firmware 3 Z8 qui arrivent sur ce Z6 III. Exactement. Il y en a qui étaient sur la mise à jour 2, puis sur la mise à jour 3, et puis il y en a des nouvelles. Un beau rattrapage, d'où ces 71 nouveautés qui arrivent tout de suite d'un bloc sur le boîtier. Donc, parmi les nouvelles, Conditional Credential, pas simple ça. Le C2PA. Le consortium C2PA. Donc là, c'est une fonction qui va surtout intéresser les reporters, mais pas que, tous ceux d'entre vous qui sont amenés à partager des images et qui souhaitent que les images soient partagées avec votre carte d'identité un petit peu à l'intérieur. C'est ce qui est proposé là-dessus. Et c'est la première fois que cette fonction apparaît dans les appareils photo Nikon. L'objet, bien évidemment, c'est de lutter un petit peu contre l'image générative qui pourrait remplacer la photographie réaliste et du coup générer une désinformation ou une information autre. Mais la volonté, c'est que quand on est sur un appareil photo type hybride, on photographie la réalité. Donc, on veut attester que c'est la réalité. Donc, il y a un consortium qui a travaillé, qui s'appelle le C2PA, qui a normalisé tout ça. Et aujourd'hui, on est sur le premier appareil photo où on peut mettre un certificat sur l'ensemble de nos images qui s'appelle le Conditional Credential. Parfaitement, c'est quelque chose de très sérieux, hein, comme tu le disais, ce consortium qui avait été initié par Adobe et qui a été ensuite bien évidemment rejoint par plusieurs gros groupes. Et là-dessus, on est sur une vraie, tu le disais, une carte d'identité, une signature numérique de l'image pour éviter tous les problèmes de désinformation. Donc là, c'est vrai, comme on le disait, on s'adresse à plusieurs publics. On va s'adresser là, bien évidemment, plus aux pros, aux journalistes, aux reporters de guerre, par exemple, mais aussi à plein d'autres domaines dans le journalisme, même dans la photo sportive. Et ça va permettre de garantir que cette image a été faite par un vrai appareil photo. Il y a plusieurs informations qui seront à l'intérieur de ce code, de ces métadata. Alors justement, c'est vous qui allez le rentrer. Comment ça se passe pour le remplir? Vous avez certes une fonction qui vous demande d'aller charger un certificat, mais ce certificat, il faudra quand même le créer. Et c'est tout l'objet de l'image cloud, qui est notre cloud, Nikon Imaging Cloud. Vous allez vous connecter et directement, vous allez documenter les champs nécessaires et vous allez donc télécharger votre certificat qui correspond à vos images et vous allez le mettre directement dans votre appareil. Une fois qu'on s'est connecté, on pourra télécharger ce certificat et à chaque fois qu'on prendra une photo, en ayant paramétré justement cette certification, la volonté que cette photo soit certifiée, on aura, pas seulement d'ailleurs, enfin il y aura la localisation, il y aura le nom, il y aura
le temps, le jour, l'heure, etc. Mais on aura aussi un code qui est inviolable et qui fera partie à l'intérieur de cette image. Donc c'est vraiment costaud. Il y a un code qui saute si les manipulations de l'image sont trop importantes. On pourra quand même recropper l'image, on pourra faire quelques petits ajustements sur la photo, mais dès qu'il y a quelque chose qui va truquer, entre guillemets, la photo, là, ce petit CR, hein, c'est un pin qui, avec CR pour le content credential, eh bien, il sautera si jamais ça rentre plus dans les normes. Alors, je vous rappelle qu'on en a 71, on en a traité 2. Ouais, c'est les deux principales. Je vous propose un petit peu d'accélérer parce qu'on a des très belles surprises. L'autocapture, on l'a bien là-dessus. Il arrive bien, l'autocapture? Il arrive bien, ça avait été initié avec le Z9, puis le Z8. On était resté cantonné à ces deux boîtiers très pro parce que cette autocapture, eh bien, c'était pas forcément destiné à tout le monde. Tu nous rappelles ce que c'est l'autocapture? Alors, l'autocapture, ça transforme le boîtier en fait en une espèce de piège photographique. Ça a plusieurs usages et en plus, ça utilise l'intelligence du boîtier et les capacités de l'X-Speed 7. Ça va permettre de pouvoir le positionner, par exemple, à des endroits qui sont inaccessibles pour des humains. C'était le cas pour les Jeux Olympiques. Lorsqu'on a envie d'avoir une prise de vue, on a envie d'avoir un angle de vue qui est impossible humainement parce que c'est très en hauteur, c'est dans des endroits qui sont interdits, des endroits qui peuvent être dangereux, eh bien on va pouvoir mettre ce boîtier-là et il va réagir, il va prendre la photo tout seul en fonction des spécificités qu'on lui aura données. Si je veux qu'il ne prenne la photo que d'un sujet qui arrive par la droite ou par la gauche, il se déclenchera uniquement à ce moment-là. Si mon sujet arrive par un sens opposé, il ne la prendra pas. Mais ça peut être aussi une plage, une distance. On peut choisir d'avoir un véhicule parce qu'on est peut-être... On peut choisir d'avoir un véhicule, donc on peut paramétrer la détectivité des sujets. Exactement. Donc on lui dit humain, oiseau, véhicule ou autre chose. On lui dit entre tant de mètres et tant de mètres. Donc ça aussi c'est super intéressant parce que si ça sort de la plage de distance, eh bien on ne prend pas la photo et on peut voir énormément de possibilités avec ça. Sur notre chaîne YouTube, vous avez directement un tuto dédié à l'autocapture et qui nous prend une petite demi-heure le temps de faire le tour des fonctions. Donc l'autocapture, bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'en plus ça sera aussi associé avec le mode oiseau, par exemple. Oui, exactement. Et ce qui permet de se mettre sur un affût, sur un bord de nid et attendre que l'oiseau rentre. On a également le limitateur qui se rajoute, que l'on a découvert avec le Z8. Le limitateur, c'est... Alors, limitateur, ça va permettre de régler une plage focale, une plage de distance, de dire à notre autofocus, tu ne prends que de telle distance minimum à telle distance maximum. L'usage, il est super pratique. Quand on est photographe sportif, on photographie un match de basket, on va lui dire « prends à partir du début du terrain, prends à partir uniquement à la fin du terrain » et il va se limiter au jeu. Donc l'autofocus ne va pas flancher et aller chercher l'œil d'une personne dans le public, par exemple, qui serait en dehors du terrain. Donc on peut régler la distance qu'on veut, c'est entièrement personnalisable et on est sûr que l'autofocus se contentera à ça. Pareil pour le mode oiseau, très utile aussi. Et c'est vrai que toutes ces fonctions-là, et puis on peut en rajouter une petite dernière qui serait une incrémentation un petit peu plus forte pour quand on utilise l'optique manuelle. Mais dans tous les cas, cet ensemble de fonctions touche à la fois la photo et la vidéo. Maintenant, on en a quelques-unes qui sont un petit peu propres à la photo. Donc là, je prends mes notes parce que vous doutez bien que 71, je ne les ai pas toutes. Ouais, en studio, on aime bien cette capacité de travailler et de simuler le travail à pleine ouverture. Oui. En mode live view. En mode live view, on pourra faire l'autofocus avec l'ouverture maximale de l'optique. Alors même si on est à f8, l'autofocus va faire son travail à pleine ouverture et une fois que le point est acquis, il va bien sûr photographier avec les bons paramètres à f8. Et ça c'est précieux parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de précision finalement, où il n'y a pas de doute sur la mise au point que l'on pourra avoir des fois sur la zone de profondeur de champ. Bon, on passe les ajouts de C15 quand on est sur des captures rapides. Alors oui, c'est juste l'ajout de la possibilité de photographier en 15 images par seconde. On passe également une qualité fine qui arrive. Bon, rapidement, c'est 15 images par seconde et en plus, même jusqu'à 120 images secondes, hein, jusqu'à 120 images secondes, on était limité à un réglage pour ce JPEG à 120 images secondes uniquement en normal. On pourra ici le régler en fine. Ça vous permettra d'avoir des images de vos rafales à 120 images. Non, ça vous permettra d'avoir des images prises à des cadences très hautes de meilleure qualité. On a les évolutions également de tout ce qui est pixel shift et focus stacking. Pareil, nouveauté très fraîche, très récente avec le Z8 qui est arrivé il y a 2 mois. On pouvait faire du pixel shift, je le rappelle, pixel shift, c'est la possibilité de générer des images très haute résolution. Donc ça va décupler en fait la résolution de votre capteur. Vous êtes à 24 millions de pixels sur un Z6 III, vous pourrez shooter
à 96 millions de pixels. Alors attention, c'est pas pour toutes les compositions, c'est pas pour tous les types de photos. Il faut être sur trépied et en fait, l'appareil photo va faire plusieurs photos et les combiner ensuite en une seule ultra résolue de 96 millions avec NX Studio. Il ne fera pas directement. On l'avait, mais par contre, ce qui se rajoute là-dessus, c'est des capacités d'additionner le système. Le Pixel Shift, le Focus Shift, pardon. Donc Pixel Shift plus Focus Shift, ça va vous permettre, comme je disais, d'avoir une image extrêmement résolue, mais en ajoutant le Focus Shift, vous allez pouvoir faire un décalage de mise au point. Donc pratique pour le packshot, pour la photo d'insectes, par exemple, aussi de très près, vous aurez un empilement de netteté, en fait. Donc vous aurez l'image nette de part et d'autre de votre sujet. Les bijoux, et ça, c'est super pratique, mais en plus avec une image à 96 millions de pixels. Mais pas que. Puisque j'imagine que tu voulais aussi en venir à cette deuxième option. Parce qu'on peut rajouter également du bracketing. Ouais, parfaitement. Donc des différences d'exposition. Différences d'exposition, une plus grande dynamique. Donc on pourra faire soit du pixel shift et du focus shift, packshot, bijoux, insectes, plein d'autres options. Mais aussi, on pourra faire pixel shift plus exposition auto, enfin le bracketing d'exposition automatique. Là, c'est plus pour de l'architecture, par exemple, où on est dans des conditions lumineuses, où on va avoir parfois des endroits où il y a une ombre très forte, parfois un endroit qui va être très lumineux, donc un peu cramé, et avec ce bracketing AE, comme il est mentionné sur le boîtier, on va pouvoir récupérer des détails dans les ombres, des détails dans les lumières, et avoir une image parfaitement explorée sans moirer. Et vous allez exploiter un petit peu tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des évolutions également dans le timer, il y a des évolutions également sur la capacité de créer des dossiers. On évolue, on retrouve également la compatibilité avec le Profoto A10 et la possibilité d'avoir une assistance AF. Donc on a déjà une assistance AF sur ce boîtier qui est native, c'est l'espèce de lumière verte qui va permettre d'aider à faire l'autofocus quand on est dans des conditions lumineuses compliquées. Cette lumière elle est un peu concentrée, donc elle risque aussi d'être un peu gênante, un peu voyante, un peu d'éblouir un petit peu, c'est une LED précieuse, mais qui peut avoir ses défauts. Mais avec le Profoto A10 qui est compatible, c'est une lumière qui est quand même plus grosse, qui est plus douce aussi, qui va permettre d'éclairer l'ensemble de la scène, et pas uniquement de faire un laser sur le sujet. Et donc là c'est plus efficace, et ça éblouit moins. Et dernière fonction également qui est liée à l'utilisation photo, avant de basculer sur l'utilisation vidéo, mais il est équivalent possible à travers alors on parle d'apps, je pense qu'on parle aussi d'NX Teaser, la capacité de faire une balance des blancs à distance. Une balance des blancs manuelle, ouais. Bon, ça c'est anecdotique. Fonction vidéo, il y a eu pas mal d'évolutions, mais qui sont plutôt liées à de l'ergonomie. On retrouve également, elles étaient arrivées sur les Z8. Donc, le fait d'avoir l'A7 qui intègre les courbes de chez RED, c'est pas neutre, la courbe technique RED, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent en log, très très bonne nouvelle. On se rapproche toujours plus, on a toujours de meilleures possibilités, plus de possibilités dans les luttes et dans la séance color de RED qui sont intégrées au Z6 III. Après, on peut passer vite, mais on a des capacités de régler les zooms de haute résolution, on a des nouvelles compatibilités avec les déclencheurs Atomos Airglue, on a différentes façons d'enregistrer le ProRes K22 HQ. Oui, on aura les métadonnées aussi qui sont disponibles directement en utilisant Final Cut. Et puis on peut également changer le volume de nos écouteurs pendant l'enregistrement, qui est une très très bonne nouvelle. Donc là on est plutôt sur du confort d'utilisation, si je puis dire, sur les fonctions vidéo. Après on a tout un tas de fonctions également où c'est plus facile de travailler. C'est lié un petit peu à l'ergonomie, c'est lié un petit peu à l'affichage. Et moi qui l'ai vu qui baisse, on peut jouer sur le petit carré rouge. On peut l'avoir plus ou moins gras. On peut jouer sur l'épaisseur de ce collimateur. Ça, c'est même pas. Enfin, tu parles de ta vue, mais ça peut être aussi dans des conditions compliquées de composition où on va avoir un fond qui a la même couleur que celui du collimateur et on le distingue moins. Et on pourra régler cette épaisseur pour pouvoir mieux voir son collimateur et mieux faire sa mise au point. Et justement, quand on fait des mises au point, des fois on aime bien zoomer également, et puis là on récupère cette capacité de zoomer à 400%. 400% contre 200%. Pour voir le détail. Oui. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire le point directement sur l'écran tactile, une petite évolution là-dessus. On continue, on a pas mal de fonctions également qui sont liées à l'ergonomie. Donc il y en a une qui va jouer plutôt sur la mise au point manuelle et la capacité de dézoomer quand on appuie sur le déclencheur. Par contre, il y en a deux nouvelles. Une qui est liée au capteur oculaire et à l'écran rotatif, c'est quoi ça? Alors, par rapport à l'écran, au capteur du viseur. Donc quand on rapproche son œil, l'écran
ici, l'écran à l'arrière va s'éteindre, ce qui est très pratique. Et lorsqu'on éloigne son œil, eh bien, l'écran à l'arrière va, lui, s'allumer. Sauf que, notamment en vidéo, ou lorsqu'on photographie dans des angles qui peuvent être compliqués, où on ne peut pas mettre l'œil, hein, quand on veut photographier comme ça avec l'écran ici, eh bien, lorsqu'il y avait quelque chose qui venait obstruer accidentellement le capteur du viseur, eh bien, l'écran s'éteignait. Ça peut être très frustrant. Lorsqu'on filme aussi comme ça un petit peu et qu'on a tendance à se rapprocher, à rapprocher le bras ou à rapprocher sur le torse ou sur le ventre, eh bien, la distance de détection du viseur eh bien, a mené l'extinction de l'écran. Ici, lorsque le boîtier maintenant, l'écran qui est articulé et retourné de cette manière-là, automatiquement le boîtier va désactiver la détection du viseur. Donc c'est plus comme avant, on n'est plus frustré de voir l'écran s'éteindre et de devoir désactiver le viseur, de le réactiver en appuyant sur des boutons. Là c'est automatique et c'est super autant en photo qu'en vidéo. Et c'est vrai qu'on a plaisir à personnaliser les appareils photo, et là on a un nouveau bouton qui devient une touche fonction, c'est l'illuminateur. Jusqu'à présent vous appuyez dessus, il servait juste à allumer l'écran. Aujourd'hui c'est une touche fonction. Et en plus, il est super bien situé puisqu'on est vraiment juste en dessous de l'index. Et là, on a un nouveau bouton, une fonction facile d'accès. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez aller dans les touches fonctions, que ce soit en photo ou en photo de mémoire, c'est la touche F2. C'est pas la touche I, c'est la touche F2 fonction. On en a beaucoup plus qui sont proposées. Vous allez en trouver des nouvelles. Et parmi les nouvelles, il y en a une que j'adore, c'est la capacité de changer les paramètres photo. J'entends par là, vous faites une course automobile, c'est le bon exemple là-dessus. Vous êtes sur une vitesse plutôt rapide et puis vous avez besoin de faire un filet. Ça veut dire qu'il faut tout changer, passer de priorité vitesse à priorité diaphragme, etc. Et là, il y a en effet la fonction recall. Enfin, il y a deux fonctions recall, c'est j'appuie, je passe en recall, ou j'appuie, je bascule en recall, et puis je réappuie, je reviens en normal. Et là, l'idée, c'est de changer tous les paramètres de votre appareil photo, que ça soit d'un seul coup, que ça soit aussi bien lié à la vitesse, diaphragme, sensibilité, que balance des blancs, création de l'image, etc. Cette fonction, elle est juste magique parce que très rapidement, sans passer par les touches fonctions, vous basculez d'un type de réglage à un autre type de réglage. Donc j'imagine bien quelqu'un en mariage qui fait un intérieur, un extérieur, qui fait une image pleine ouverture ou que sais-je. Énormément de possibilités. Donc là on était, c'est vrai, sur un nombre de fonctions qui sont plutôt liées un petit peu à la maniabilité, au confort d'utilisation. Mais c'est un appareil photo de reporter. On est habitué aujourd'hui à transmettre dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit de la presse ou de l'événementiel, on veut envoyer rapidement des images. Les FTP sont les standards. Mais vous allez vous rendre compte que dans le menu FTP, il y a énormément d'évolutions également, avec des capacités de voice memo. Mais également, on retrouve, comme sur les Z9 et les Z8, cette capacité de transférer en HEIF. Oui, HEIF 8 bits. Exactement. Donc l'HEIF, on ne le confond pas avec celui qui se trouve dans le menu classique des modes de couleur, qui est un container et qui a un échantillonnage un petit peu plus important, qui a un espace couleur un peu plus important. Non. Là, on utilise cette capacité de très fort taux de compression pour transmettre des images de petits volumes directement sur un serveur FTP. Donc vous allez transférer des images de même pas 1 méga, et quand elles vont se déposer, il faudra juste les retransformer d'HEIF en JPEG. Mais la force du système, justement, c'est d'utiliser peu de bandes passantes, et dans tous les secteurs où c'est dur de transmettre, c'est éviter de transférer des fichiers de 8-10 mégas, alors qu'on peut avoir la même qualité avec un fichier compressé de manière différente et qui ferait moins de 1 méga. Parmi les évolutions également, on peut compter quoi? Ouais, le micro externe qui peut servir aussi pour les voice memo. Si, il y a du lourd qui arrive également. NXField, yes. Propre, c'était une extension qui était initialement payante, qui est devenue gratuite sur les Z9, qui est aujourd'hui gratuite sur les Z8. Et c'est donc une fonction qui arrive aujourd'hui sur le Z6 version 3 avec ce nouveau firmware. Alors c'est quoi NXField? C'est à la base une super télécommande, mais pas que. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs façons de l'utiliser. On peut très bien faire un partage de connexion avec son téléphone et accéder à toutes les fonctions, à la fois de live view, toutes les fonctions de réglage et puis de rapatrier les images. Mais surtout, comme on a un partage de connexion, que l'on est en réseau, ou alors que l'on passe par sa box ou que sais-je, ou par un réseau interne, peu importe, on peut additionner les appareils photo et directement les piloter. Donc c'est une application qui est valable pour tout le système iOS. Et la particularité de piloter également avec un iPad, c'est qu'on va avoir accès à toutes les fonctions vidéo. Et puis là, votre iPad devient une petite régie vidéo de pilotage multi-appareil photo.
Du coup, quand vous rentrerez dans les détails de cette application-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de sous-fonctions qui permettent de travailler plus rapidement. Il y en a notamment 2-3 que j'aime bien, c'est-à-dire que quand on est sur plusieurs appareils photo, qu'il y en a un mètre et puis un distant, mais des fois c'est les métadatas et donc les IPTC, donc les informations de copyright du boîtier mètre qui sont appliquées sur le boîtier distant. Et puis on a comme ça pas mal de fonctions qui permettent de travailler plus efficacement, on peut rajouter plus de groupes, etc. C'est, comme tu le disais, hein, comme on le disait au début de cette vidéo-là, il y en a vraiment pour tout le monde, autant sur ces options qui peuvent être perçues comme des options de niche, mais en tout cas ça montre à quel point le Z6 III est à la fois puissant et polyvalent. Donc si je résume, oui, on peut faire du pilotage distant à travers les FTP qui ont pas mal évolué, à travers cette application NXField. Également, tous les créateurs de contenu peuvent également faire du streaming en live. Oui. Oui, avec la fonction UVC, UAC. Donc là, avec un simple câble USB-C, USB-C, hein, qu'on met de part et d'autre du boîtier ou de son smartphone ou de sa tablette ou son PC portable, eh bien, on aura autant l'image que le son qui passeront par ce câble USB-C et ce sera directement en streaming sans avoir besoin de logiciels tiers. Précieux. Après, nous avons tout un tas de fonctions également qui sont liées à la lecture et à l'édition des images. Donc là, c'est pour de la ventilation plus rapide. J'ai par exemple les filtres de date qui arrivent. J'ai cette capacité également qu'on a découvert avec la mise à jour du Z8, la dernière, cette capacité de retoucher de l'image, mais de revenir directement à l'original. Ouais. Donc pas besoin d'aller chercher la dernière image et si on la modifie à la fin, d'avoir à se retaper toutes les images pour comparer. Là, une simple manipulation permet de faire le avant et le après. Le Nikon Imagine Cloud aussi qui évolue. Dans le Nikon Imagine Cloud, quelques évolutions également ergonomiques. Donc ça aussi, Nikon Imagine Cloud est récent et bien sûr est amené à évoluer. Et là, ça va aussi dans le sens de l'ergonomie dont on parlait. Quelques exemples, comme je disais, il y en a 71 et on vous invitera à aller les voir plus en détail. Mais pour le téléchargement d'un picture control que vous auriez créé ou téléchargé dans la bibliothèque, il fallait plusieurs étapes pour les mettre dans le boîtier, dans le menu picture control. Maintenant, c'est réduit à une manipulation, donc en appuyant sur un bouton, vous avez votre picture control de la bibliothèque enregistrée qui ira directement sur le menu picture control de votre boîtier photo. Et également pour la mise à jour, donc là on avait le choix Office de dire je cherche des mises à jour à 3 h du matin, je la charge et c'est transparent, sauf que des fois on peut avoir envie d'avoir cette mise à jour tout de suite là maintenant, et là dès que la mise à jour sera disponible, eh bien, on aura un marqueur, en fait une alerte qui vous dira est-ce que vous voulez l'installer tout de suite maintenant cette mise à jour ou si vous voulez attendre, et on pourra l'installer directement. Plein de petites choses ergonomiques au niveau du Nikon Imagine Cloud qui vont vraiment vous donner envie de l'essayer, de naviguer dans ce Nikon Imagine Cloud pour améliorer toujours plus votre boîtier. Donc il est clair, cette mise à jour 2, il faut la faire et vous avez directement un nouvel appareil photo. Et c'est vrai que les animaliers, ils auront plaisir à retrouver le mode oiseau. D'ailleurs, le mode oiseau, tu as peut-être un ou deux conseils pour l'utiliser de façon différente? Le mode oiseau, ouais, le mode oiseau, c'est pas uniquement la reconnaissance des oiseaux seuls. C'est le cas quand on dit mode animaux, parce qu'il faut vraiment faire la différence. Le mode animaux va détecter les oiseaux également. Sauf que si j'ai un chien qui passe devant, il va aller chercher le chien puisqu'il ne fait pas la différenciation. Là, il va faire sa différenciation, mais pas que. Par exemple, là où on avait tendance à perdre le point, c'est lorsqu'on a un oiseau en vol. C'est particulièrement utile si derrière l'oiseau, on a un ciel qui est très contrasté. On avait tendance à perdre l'oiseau. Là, ces algorithmes qui sont travaillés uniquement pour le mode oiseau, vont permettre, même dans un ciel très contrasté, de garder le point sur l'animal, sur l'oiseau. Mais aussi l'intérêt d'avoir ce mode oiseau sur le Z6 III, c'est qu'on a dit, le Z6 III, sa particularité, c'est d'avoir un capteur qui est beaucoup plus rapide qu'un capteur CMOS classique. On a un capteur qui est en partie empilé. Ça, c'est sa grande force. Donc, un oiseau, forcément, ça bat vite des ailes, ça peut être très rapide, et on peut avoir, quand on est en obturation électronique, si on shoot à 20 images secondes en RAW, donc uniquement en obturation électronique, on peut avoir du rolling shutter, ou en tout cas une position, un corps de l'oiseau qui ne semble pas naturel, avec quelques déformations. Là, on aura beaucoup moins que si on était sur un capteur CMOS, comme ce qui est le cas sur un Z5 II par exemple, même si on peut aussi aller à des rafales à 20 images secondes. Là, si on se met, alors je vais te donner un pré-réglage, un preset pour les oiseaux. Donc d'abord le mode stabilisation qu'on met en mode sport. Ensuite, on peut régler à une cadence, une rafale de 20 images secondes en RAW, donc forcément obturateur électronique. Et ce qui est beau, c'est que comme il en a sous le pied au niveau de l'X-Pit7, eh ben, on aura un buffer de 1000 qui pourra aller jusqu'à 1000 images. Donc on pourra rester à cette cadence infernale de 20 images secondes avec des bonnes grosses cartes CF Express qu'il encaisse entièrement. On pourra aller jusqu'à 1000 images
de buffer sans problème. Et là, vous n'avez plus de raison de rater votre cible. Autre réglage, si on n'est pas en RAW, on est en JPEG et profiter du pré-déclenchement, eh bien on peut aussi se mettre jusqu'à 120 images secondes. On l'a dit, on peut régler maintenant dans le 120 images secondes, le 60 images secondes, le 30 ou le 15, les menus C15, C30, C60, C120. On peut régler l'image en fine, donc une meilleure qualité d'image. Et là, vous aurez jusqu'à 1 seconde d'image, donc 120 images avant même d'avoir déclenché. Et vous êtes sûr d'avoir l'image parfaite, de voir celle que vous auriez peut-être pu rater si vous n'aviez pas le pré-déclenchement. Donc oui, plus de 70 fonctions qui se rajoutent à tout ce qui était déjà existant. Je reconnais qu'un apprentissage complet de ce boîtier, c'est pas simple. Dans tous les cas, installez-le parce que les animaliers vont retrouver le plaisir du mode oiseau, mais pas que. Travailler en autocapture, c'est juste magique et ça nous permet d'avoir des images qu'on n'aurait pas eu autrement, et puis surtout ça ouvre les portes de tout ce qui est photographie animalière en piège photographique. En piège photographique, mais au grand angle parce qu'on est proche, mais également tous les copains qui travaillent dans le renseignement, ça peut être d'autres utilisations derrière. Je suis persuadé que les reporters, l'authentification d'images, c'est très très important. Il y a pas mal de professions, et notamment en studio, où le fait de travailler avec NXField et d'avoir cette capacité d'appareil photo à déporter, ça permet de changer tout simplement les points de vue. C'est pas neutre. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent de la précision, associez les pixel shift et les focus shift, les focus ou shift. Marketing. Exactement, associez-les et créez des très très belles images. Donc là, je pense qu'on a une vision un petit peu complète de cette mise à jour. Ouais, complète, mais on vous invite fortement parce que vous trouverez sûrement une belle surprise. Il y a vraiment pour tous les usages et on vous invite à aller lire l'ensemble de ces nouvelles spécificités une fois que vous avez installé le boîtier pour pouvoir en profiter pleinement. Petite parenthèse, nous pour les absorber, ça a été une demi-journée. Hein. Et ouais, pour toi, moi c'était plutôt une journée entière presque. Hein. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci, à bientôt.